cette session d'aujourd'hui, DS4, concerne la mise en place de mécanismes de financement pour les AMP. Donc, j'espère que vous aurez beaucoup de choses à dire. On a un peu entendu parler ce matin de finances des aires marines protégées pendant la plénière. C'est un sujet qui est très important, qui est très sensible. Je vois des visages familiers qui travaillent sur ce sujet depuis plusieurs années, donc j'espère qu'il y aura plein d'idées à proposer en lien avec les recommandations de la roadmap pour renforcer le financement des aires marines protégées en Méditerranée d'ici 2030. Donc voilà, non pas que je sois narcissique, mais effectivement, mon nom apparaît 2 fois. C'est une slide qu'on nous a demandé de mettre. Voilà, donc je suis Guillaume Leport de la société Blue Seeds, basée en France, qui travaille sur la durabilité financière des aires marines protégées, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler juste après lors de mon cas d'étude. Je suis coordinateur et modérateur de la session. Mon collègue Gaëtan Ken de Bastel, qui est au niveau de la caméra en train de me prendre en photo parce que je lui ai demandé... car ma responsable communication m'a demandé des photos pour les réseaux sociaux, donc Gaëtan s'y colle en plus du reporting. Donc Gaëtan va faire le reporting aujourd'hui. Je remercie aussi bien sûr les interprètes qui ne sont pas dans cette pièce, mais qui vous font la traduction en anglais. Je sais que j'ai un peu tendance à parler vite des fois, donc j'espère qu'ils arrivent à suivre. Et bien sûr, nos amis à la technique qui vous coupent le micro sur Zoom notamment. Voilà. Du coup, donc le financement, je vais passer très vite. Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées sur ce sujet-là, ce qu'on appelle les gaps de financement, donc les financing gaps, les écarts de financement pour la conservation marine et pour les aires marines protégées. Il y en a qui ont été faites à l'échelle mondiale et il y en a aussi certaines qui ont été faites à l'échelle de la Méditerranée. Une qui commence à être un peu âgée, qui date de 2015, a été faite par le MEDPANS, PARAC et le VVF avec l'appui d'un bureau d'études qui s'appelle Vertigolab, qui est mon ancienne boîte où je travaillais pour information, qui a fait cette étude sur l'écart de financement qui existe pour les aires marines protégées en Méditerranée et qui était arrivé à l'époque à ce chiffre assez extrême de 700 millions d'euros par an. Donc, ce qui ressortait de cette étude, c'est que bien sûr, il y a des financements récurrents classique, on va dire, pour la conservation marine en Méditerranée. Donc, on va avoir des gouvernements qui financent, on va avoir des bailleurs, on va avoir des philanthropes. Et il est important de continuer à plaidoyer, à faire du lobbying auprès de tous ces différents acteurs standards du financement de la conservation pour qu'ils continuent à financer. Mais il est aussi important de diversifier les revenus et les sources de revenus des aires marines protégées. Quelles sont les manières de faire ça? C'est un peu ce dont on va discuter aujourd'hui dans les 2 cas d'études, et j'espère que c'est aussi des choses que vous avez plein d'idées là-dessus et que vous pouvez partager vos points de vue, vos idées, vos opinions sur ce renforcement du financement de la conservation marine et des aires protégées en Méditerranée, et aussi sur la mise en place de nouveaux mécanismes de financement innovants pour la conservation marine en Méditerranée. Donc, je sais que vous êtes en pleine phase de digestion, mais quand on aura fini nos présentations d'ici 20 minutes, j'espère que vous serez tous plein d'idées et plein d'entrain. Voilà. La chose la plus importante de ces sessions de discussion, au-delà des cas d'études qu'on va vous présenter, c'est vraiment de travailler, comme il a été dit ce matin en plénière, comme il a été rappelé, de travailler sur la roadmap, sur les recommandations qui ont été faites et qui sont déjà validées. Et en fait, au sein de ces recommandations, l'idée, c'est de décliner au sein de chaque recommandation des actions, des indicateurs et des partenariats pour aboutir aux objectifs de ces recommandations. Donc, dans le cas de cette session de discussion aujourd'hui, DS4, l'objectif stratégique sur lequel on va beaucoup travailler, évidemment, c'est celui qui est lié à la finance, c'est l'objectif stratégique numéro 5. Je vais vous le lire en anglais. Provide support for the long-term financial sustainability of MPAs through capacity development and sustainable financing mechanism, including trust fund, including the Med Fund especially. Et au sein de cet objectif stratégique, il y a 3 recommandations qui vont être traitées de manière plus ou moins importante au travers de nos 2 cas d'études. Et donc, il y aura 3 recommandations sur lesquelles on souhaite que vous interveniez ensuite dans la session de discussion pour nous donner des idées d'action, d'indicateurs et de partenariats qui contribueront à la réalisation de ces recommandations. Donc, les recommandations dont on va parler aujourd'hui dans cette session, la recommandation 5.2, Create and or support sustainable financing mechanism
dedicated to MPAs at national level and continue to support the Med Fund. La recommandation 5.4, build capacity of local and national MPA staff and administration in fundraising, financing mechanism, bien sûr, and funds management. Et la recommandation 5.1, review gaps and options for MPA funding for national biodiversity MPA strategy and action plans within each country through their national resource mobilization strategy, for example, under the Convention on Biological Diversity. Le cas d'étude que je vais vous présenter est directement lié aux recommandations 5.2 et 5.4. Le cas d'étude de mes collègues sera plus lié aux recommandations 5.1 et aussi aux recommandations 5.2. Et ensuite, on ouvrira le floor, on donnera le micro à qui le veut pour que vous puissiez nous donner vos opinions sur ces différentes recommandations. OK. Gaëtan, mon ami rapporteur, ici, lorsque vous allez parler dans la session de discussion des différentes actions auxquelles vous pensez en lien avec ces 3 recommandations, Gaëtan va rentrer tout ça dans un fichier qui nous a été fourni. Ensuite, on va reprendre un peu et mettre en forme toutes les actions auxquelles vous avez pensé. On fournira ça aux gens qui travaillent sur la roadmap pendant les working sessions de roadmap pour que ce soit intégré, pour que toutes vos recommandations et vos actions proposées soient intégrées à la roadmap. Donc voilà, 2 cas d'études. Le premier, Financing MCP Activities through the Climate Change Fund, donc un cas d'étude de Slovénie qui va être présenté par Samantha Makovac, je suis désolé sur les noms de famille si je l'ai dit mal, du Public Institute Landscape Park Stronian en Slovénie, et aussi Tina Sentry-Jenov, Makovac, vous vous présenterez juste après. Et donc Tina Sentry-Jenov de l'Institut of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, from the Regional Unit Piran, aussi en Slovénie. Et ensuite, le deuxième cas d'étude de ma part, de mon côté, de Blue Seeds, sur un programme d'assistance technique auprès des aires marines protégées pour la mise en place de mécanismes de financement locaux des AMP. Voilà. Et à la fin, session de discussion, donc 1 ou 2 questions sur chaque cas d'étude si vous avez des questions, mais on va essayer de passer assez rapidement sur cet aspect-là. Et ensuite, on va prendre recommandation par recommandation, donc les 3 recommandations, et on va passer un peu de temps pour discuter de la recommandation 5.2, je vous la rappellerai à la fin. Ensuite, un peu de temps pour discuter de la recommandation 5.1 et enfin un peu de temps pour discuter de la recommandation 5.4. Et voilà pour cette présentation, cette première introduction à la session. Maintenant, je vais laisser la place au premier cas d'étude. J'ai fait 11 minutes, mais ça va pour l'instant. Vous avez 1 minute de moins du coup. Non, je plaisante. Et donc, le premier cas d'étude, je vais vous laisser vous présenter. Je pense qu'on va switcher en anglais pour ceux qui veulent mettre un casque en français éventuellement. Et voilà, à vous. Thank you. I'll be talking in English. So Samantha and I will present you how certain activities in protected areas in Slovenia can be financed through the Climate Change Fund. Firstly, to give you some perspective, so the Climate Change Fund is a state budget fund, and it was established through the Environmental Protection Act in Slovenia. So the way the Climate Change Fund gets revenues is from the selling of the emission coupons, which is established through the EU emission trading system. And the purpose of the CCF is to co-finance measures for mitigation and adaptation to the consequences of climate change. But the special different thing that we managed to do in Slovenia, that these measures also include activities devoted to biodiversity conservation. And regarding to the roadmap recommendations, we believe that this is strongly linked to the recommendation 5.1. So in order for the inclusion of the biodiversity conservation topic in the CCF, a lot of political will was necessary from the Ministry of Environment and especially the Department of Nature Conservation. And this way, funds were enabled for the end users, which are managers of PAs, MPAs, Natura 2000 sites in Slovenia, which are public institutions, concessionaires, and municipalities in Slovenia. So regarding to the 5.1 recommendation, we were able to map the actions needed to allocate the funds needed to be established for the biodiversity conservation actions in the CCF. So firstly, I have to say that the ministry was really able to define a set of measures
which were able to include biodiversity issues into the program of the expenditures of the CCF. And this was really necessary because this program gets approved by the government. And this way, measures for mitigation and adaptation to the consequences of climate change that include activities devoted to biodiversity conservation can actually be financed. Another crucial action is that the way protected areas managers can mobilize those finances is by devoting actions which are in compliance with the measures which are previously defined in the measures of the program of the expenditures. And these actions also have to be included in the annual work program of the protected areas. And this is also previously approved by the government. And also one specific action of this CCF is that the measures which can be funded by the CCF are actually very specific. And these are categorized in 3 specific categories, which will later on be presented by Samantha, which those exactly are and what can be financed through the CCF. So what were the key lessons learned in our case study is that basically it was really challenging for the ministry to define this set of measures in order for biodiversity issues to be included in the program of expenditures. And also it's very specific that all the cost categories can be covered with the CCF, meaning that all the investment costs related to human resources and material sources can be actually successfully financed by the CCF as a whole. And the 2 main outcomes that we would like to point out are that basically a lot of funds was allocated through the CCF during the previous years, who successfully helped mitigate climate change impacts on coastal habitat types and species in protected areas, especially in marine protected areas in Slovenia. And this fund is a state budget fund, which is at the time defined for a 3 years period of time, but we think has a lot of potential to become an indefinite fund. Now I would like Samantha to continue. Thank you. Good afternoon from my side also. I will continue with the second part of the presentation just to give you an overview of what we did in the Landscape Park Strunjan with this climate change fund. The main thing we were working on was the implementing biodiversity conservation measures. By managing effects of climate change on wetlands that you can see on the picture that are composed by the salinas and the marine lagoon. And that where we have big problems with sea level rise, with floods and other extreme weather conditions. So the big investment that we did, it was the reconstruction of the embankments that is dividing the lagoon from the salinas. And we were able to establish the new conditions for controlled inflow and outflow of seawater. Through the Climate Change Fund, it's also possible to adapt flow channels, creation of water pumping stations, or restoring wetlands in general. Everything to protect the what is needed to protect the indicator species and habitat types in the wetlands. The other big topic was the prevention and control of invasive alien species, plants. What we did through big campaigns of raising awareness, monitoring of the distribution, early detection and risk assessment in the field. Plus, we bought some equipment and tools for removal and eradication, and also what we also did in the field, mainly on the coast of the marine lagoon.
And a third, let's say, category of eligible fund is dedicated for the energy efficiency and transportation, because we have a big problems, like many MPAs, with mass visiting in the summer season. And we tried to do at least the first steps in the way of sustainable mobility of visitors in the landscape park Strunjan. So we did a route together with the municipality for reduction of traffic intensity inside the park and around the nature reserve. We set up electric charging stations, and we also bought an electric minibus and electric bicycles for visitors. In the draft roadmap, the indicator for the recommendation 5.1 is stated as the percentage of gap covered by new resource mobilization strategy, which is totally in line with what in the Strunjan Landscape Park, what I was explaining. And so what happened that indeed the CCF covered a gap of 16% if we do a comparison with the expected amount over the management plan period that is already adopted for the current 10 years. And if we are comparing the gap with the amount that is secured for the management plan, which we know that it's not always secured, the percentage is even higher. So it's 35%. So it was a big thing for us that we got this money from the fund. And here, just to finish, I would like to highlight that what was not possible till now to do with other sources of financing, like Interreg Med or other projects. Here we really were able to do an integrated action planning, and the entire project was set from the beginning till the end and financed totally. So we didn't need to fragment the actions like we all usually, let's say, do when we are applying for, let's say, more regular project and calls for project application. Thank you. If you have some questions, maybe at the end. Okay. Merci beaucoup, Samantha. Merci beaucoup, Tina. Je vais essayer de sortir sans tout faire tomber. Hop. Hop. J'ai fait tomber. C'est bien, ce sera un petit sketch à la fin. Merci beaucoup. On prendra quelques questions, si vous voulez, de l'audience ou depuis le Zoom, juste après ma seconde présentation. Du coup, on va enchaîner sur un autre sujet. Donc, dans notre cas, à Blue Seeds, un projet qu'on est en train de développer, de mettre en place, de tester avec plusieurs AMP en Méditerranée. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une assistance technique et un accompagnement de gestionnaires d'AMP pour qu'ils soient capables de mettre en place des mécanismes de financement locaux, pour l'instant essentiellement liés au tourisme, donc que ce soit des visiteurs fees des droits d'entrée, que ce soit des concessions. Et l'idée, c'est à la fois de travailler sur la mise en place effective de nouveaux mécanismes de financement dans une optique de diversification des revenus d'une AMP donnée, mais c'est aussi l'idée de faire monter en compétence le staff des AMP sur cette question des revenus alternatifs, des revenus additionnels de la conservation. Donc l'idée, c'est vraiment pas de travailler comme des consultants sensu stricto qui arrivons et qui mettons en place, qui imposons la mise en place de certains mécanismes parce qu'il y a une possibilité, mais c'est surtout d'aider les gestionnaires en leur fournissant un certain nombre d'outils, en leur fournissant une roadmap et en leur expliquant les différentes étapes à suivre, qu'eux-mêmes soient capables de mettre en place ces mécanismes, de faire le contrôle et le monitoring sur le long terme. L'idée, ce n'est pas qu'on reste sur le site à plein temps, mais c'est que l'AMP soit capable de gérer elle-même ces nouveaux mécanismes de financement sur le long terme. Donc, comment on en est arrivé à penser à tout ça? Comme je le disais en introduction tout à l'heure, c'est qu'il existe déjà
différentes sources de financement pour les AMP, au niveau national, au niveau des budgets gouvernementaux, de la part de donneurs, de la part de philanthropes, de la part de trust funds comme le Medfund. Et on peut aussi envisager une plus grande diversité, une diversification de ces revenus en proposant aux aires marines protégées de générer eux-mêmes certains types de revenus sur leur site. Donc l'idée, bien sûr, ce n'est pas d'avoir à terme un budget qui soit issu à 100% de revenus locaux. C'est des choses qui peuvent exister très ponctuellement dans des AMP qui sont vraiment des cas très, très particuliers. Il n'y en a pas beaucoup en Méditerranée. Il y en a peut-être quelques exemples, notamment dans les Caraïbes. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des sources de revenus additionnels qui permettent d'avoir un portfolio plus important de revenus dans son budget, qui permet d'être plus résilient en cas de disparition ponctuelle d'une source de revenus ou d'une autre. Donc voilà, c'est vraiment dans un but d'additionnalité, de complémentation de certaines sources déjà existantes. Et pour ce faire, l'idée qu'on a eue, ce n'est pas uniquement d'arriver et de dire vous mettez en place un visitor fee, on le fait pour vous, on discute avec les gouvernements, on met en place des contrats, etc. Et c'est fait. Et ensuite, on s'en va et vous vous débrouillez. L'idée, c'est vraiment vous devez vous impliquer dans la mise en place de ces mécanismes. Donc, on va mettre en place des formations, on va vous fournir différentes boîtes à outils, on va vous faire un accompagnement à moyen et à long terme pour mettre en place ces mécanismes et pour avoir tous les outils pour les mettre en œuvre, pour faire du suivi, pour les ajuster, pour les modifier, histoire que le mécanisme ne disparaisse pas dans 2-3 ans après que le consultant soit parti. Donc, du coup, on a vraiment cette idée, ce projet sur lequel on travaille, qui est lié directement aux recommandations 5.1 et 5.2. Donc, ce qu'on a fait pour y arriver, donc on est encore dans une phase d'expérimentation. On a développé différentes boîtes à outils qu'on fournit aux AMP. On travaille en ce moment avec 4 AMP en Méditerranée sur la mise en place de visitor fee. Donc, on travaille à Gokova en Turquie, à Karaborun en Albanie, à Sibeniknin en Croatie et à Katic au Monténégro, qui est une AMP nouvellement officialisée il y a quelques semaines. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une méthodologie étape par étape pour les gestionnaires d'AMP, qu'on a mise en place au sein d'un guide de financement ici que vous pouvez télécharger en ligne. Donc l'idée, dans un premier temps, c'était vraiment de se dire on va essayer de ne pas juste faire un rapport qui va finir sur une étagère, mais on va essayer vraiment de constituer un guide pratique à l'attention des gestionnaires, que les gestionnaires pourront avoir avec eux tout le temps et qui leur montre de manière pédagogique les différentes étapes à suivre pour mettre en place les mécanismes. Alors ça, c'est bien sûr de la théorie. Entre avoir dans un guide les différentes étapes théoriques qu'il faut suivre pour mettre en place un mécanisme et réussir à suivre ces étapes une par une en pratique, ça s'avère plus compliqué. Et donc, en addition à ce guide pratique pour la mise en place des mécanismes de financement, on a aussi développé un programme d'accompagnement pour la mise en place de concessions et un programme d'accompagnement pour la mise en place de visitor fee. Et l'idée, c'est vraiment de dire aux gestionnaires, les étapes qui sont dans le guide, on va aller un peu plus loin, on va vous accompagner un peu plus en vous fournissant un certain nombre d'outils à chaque étape pour vous faciliter la vie et pour réussir à lever certains leviers et certains verrous pour avancer. Donc, par exemple, sur les 4 AMP qu'on accompagne actuellement sur les visiteurs fees, on va aussi commencer un autre programme en janvier sur la mise en place de concessions au sein des AMP. On est encore là, on finalise la scoping phase, donc la première phase avec les 4 AMP qu'on accompagne pour la mise en place de visitor fee. Donc, on leur a fourni des questionnaires sur les questions juridiques, des questionnaires à remplir avec leur ministère sur le contexte touristique, des échanges avec les stakeholders pour avoir une liste exhaustive des différentes activités, du nombre de touristes. On leur a fourni une trame de willingness to pay survey, d'enquête de consentement à payer, qu'ils devaient aller faire auprès des touristes pour valider le fait qu'il y a une volonté au sein des utilisateurs de l'AMP à participer à de la conservation. Et l'idée, c'est de pousser un peu les gestionnaires d'AMP à travailler sur ces sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément l'occasion de travailler et en leur mâchant un peu le travail au travers de ces boîtes à outils pour qu'ils puissent avancer plus facilement. Donc voilà. Donc, on est encore en phase expérimentale, on va dire. On est dans le processus de développer ces boîtes à outils, d'accompagner les gestionnaires d'AMP.
on s'est déjà rendu compte qu'il y avait différentes limitations, différentes issues. Il faut trouver le juste milieu entre un programme d'accompagnement qui va être général et qui peut être répliqué à l'ensemble des aires marines protégées, à l'ensemble des pays, avec bien sûr une prise en considération des contextes locaux et des contextes nationaux qui fait que ces programmes d'accompagnement doivent quand même être ajustés et doivent être flexibles d'un pays à l'autre. Donc, on est toujours en phase d'apprentissage nous-mêmes sur ce sujet. Donc, voilà, on a développé tout un chemin d'accompagnement sur lequel on essaye d'accompagner les différentes AMP. Donc, les leçons qu'on a apprises, je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais on s'est rendu compte que vraiment les aspects légaux, qui plus est pour la mise en place de mécanismes de financement au niveau local, sont un enjeu central, surtout lorsqu'on essaye de travailler avec des AMP au cas par cas au niveau local et qu'on a des enjeux qui sont beaucoup plus au niveau national. Donc, il faut réussir à jongler entre l'échelle nationale et l'échelle locale. C'est très important pour ça, et j'y reviendrai après dans les partenariats à mettre en place. C'est très important de de développer dans tous ces pays des réseaux d'experts, que ce soit des experts institutionnels, que ce soit des experts juridiques, pour vraiment faciliter le travail des AMP. On s'est rendu compte que beaucoup d'AMP n'avaient pas au sein de leur équipe ce background juridique et n'avaient pas forcément à l'échelle nationale des personnes clés, des personnes contacts, des experts qui pouvaient les aider sur ces sujets-là, et les mettre en relation avec des gens qui connaissent ces questions-là au niveau national, c'est aussi un moyen de lever de nombreux verrous. On accompagne aussi des AMP qui sont à des stages de développement, à des étapes de leur développement très, très différentes. On accompagne une AMP qui vient tout juste d'être officialisée, qui est dans son processus de mise en place de son plan de gestion. On accompagne une AMP qui a déjà plusieurs plans de gestion, qui a un plan de financement qui est très, très clair, qui a déjà commencé à travailler avant l'accompagnement sur ces questions de visitor fee. Et l'idée, c'est de se dire comment ajuster ce programme d'accompagnement aux différentes étapes de développement de l'AMP qu'on accompagne. Une AMP qui en est à ses tout débuts, elle va surtout avoir besoin d'une base de réflexion, d'un outil de plaidoyer pour montrer au gouvernement, pour montrer au ministère, pour montrer aux autorités locales la nécessité de mettre en place des mécanismes de financement en complément des financements qui pourraient déjà arriver. Et on a des AMP, je pense notamment en Albanie, où une loi est passée en juin pour la mise en place de visitor fee, de droits d'entrée et d'autres types de financements locaux dans les AMP. Ces AMP-là, on est vraiment dans une étape où, tout le monde à l'échelle nationale a l'air d'être au clair sur la nécessité de diversifier ses sources de financement. Donc maintenant, quelles sont les étapes qu'on doit suivre au niveau juridique, au niveau institutionnel, au niveau contractuel, pour effectivement mettre en place ces différents mécanismes de financement. Les conditions qui sont le terreau fertile, on va dire, pour la mise en place de ces programmes d'accompagnement au niveau des AMP qu'on accompagne. Donc, c'est bien sûr, encore une fois, on est vraiment en accompagnement, on veut vraiment une implication des différents staffs des AMP qu'on accompagne. L'idée, ce n'est pas de nous dire, nous, Blue Seed, on va aller sur le terrain, on va faire des enquêtes de consentement à payer, on va aller faire du stakeholders involvement avec le ministère, avec vos opérateurs touristiques. Donc, l'idée, c'est vraiment, nous, on est dans l'arrière-boutique, on vous fournit des outils, on vous fournit des documents, on vous fournit des guidelines, mais c'est vous sur le terrain qui allez devoir faire ce travail, sachant que vous le savez déjà tous, mais ce n'est pas le travail premier d'une AMP. Donc, c'est vraiment le travail premier, c'est de faire de la conservation, d'être sur le terrain. Et on sait qu'il y a souvent un manque de temps, un manque de ressources pour faire ces activités-là. Donc, c'est vraiment dire aux AMP, on ne va pas faire le travail à votre place, mais par contre, on peut vous mâcher le plus possible le travail pour qu'à terme, tout ce travail que vous faites maintenant porte ses fruits et vous permette d'avoir une source de financement supplémentaire. Travailler avec des gens qui ont déjà réfléchi à ces questions, qui sont déjà sensibilisés à la diversification du financement, qui travaillent déjà de manière plus ou moins importante sur les différentes sources de financement qui peuvent exister, c'est quelque chose de très important. Et l'implication des parties prenantes, de toutes les parties prenantes depuis le début, est très, très importante. On travaille par exemple avec une AMP, avec une ONG qui a participé au processus de création de l'AMP, mais qui ne sera pas forcément dans le futur gestionnaire.
Et du coup, on s'est rendu compte au cours du processus, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'a pas raté une partie prenante qu'il fallait dès le début? Est-ce qu'on aurait dû faire les choses différemment? Donc là, encore une fois, on apprend en faisant les choses. Potentiel de réplication. Donc, on essaye vraiment de mettre en place une méthodologie qui soit la plus simple possible et qui soit le plus possible indépendante du contexte national. C'est bien sûr impossible d'être indépendante à 100% du contexte, mais on essaye de mettre en place une méthodologie qui soit réplicable le plus facilement possible d'un pays à l'autre de la Méditerranée. Il est bien sûr important, encore une fois, de trouver le juste milieu entre ce processus général, donc toutes les étapes à suivre pour la mise en place du mécanisme, et les spécificités du contexte. Si on a des AMP qui sont gérées dans lesquels il y a de la cogestion, on ne va pas forcément les approcher pareil que si c'est des AMP qui sont gérés, qui sont centralisés au niveau du ministère de l'Environnement, par exemple. Il y a toutes ces spécificités à prendre en compte pour adapter quelque peu le processus général, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un processus général qui serve de base à 70-80% du travail et qu'ensuite on ajuste en fonction des échanges avec l'AMP accompagné. Donc, relation au niveau des recommandations, donc bien sûr, la recommandation 5.2 qui consiste à dire que grâce à ce programme d'accompagnement, on va pouvoir diversifier les revenus pour les AMP. Ça permet aussi cette génération de nouveaux financements et ça peut être aussi un outil de plaidoyer. Ça peut montrer à certains bailleurs, voire au gouvernement, que l'AMP est dans un processus dynamique de financement. L'AMP est capable de mettre en place ses propres sources de revenus et ça peut attirer des financements complémentaires. Et surtout, en lien avec la recommandation 5.4, c'est aussi une montée en compétence des différents staffs des AMP pour mettre en place et gérer ces mécanismes de financement. Donc, au niveau des actions à mettre en place, au niveau de la recommandation 5.2, qui est relative à la création de mécanismes de financement durable. Donc, l'idée d'ici à 2030 en termes des actions, c'est vraiment d'identifier l'ensemble des mécanismes de financement qui pourraient exister, parce qu'à l'heure actuelle, de notre côté, pour être honnête, on est quand même très, très basé sur des mécanismes liés au tourisme. On en entendait parler ce matin en plénière avec Agnol, Esteban, qui disait qu'effectivement, la Méditerranée, il y a un gros potentiel de tourisme qui génère déjà beaucoup d'argent et qui pourrait être fléché en partie vers les AMP. On se rend compte dans des contextes, notamment Covid, quand le tourisme disparaît, il faut faire attention à ce qu'on ne repose pas non plus uniquement et essentiellement sur des mécanismes liés au tourisme. Donc, il faut aussi essayer de trouver des mécanismes de financement locaux qui vont permettre de ne pas dépendre uniquement du tourisme. Donc, peut-être des choses liées à la pêche, par exemple, peut-être des choses liées à d'autres secteurs économiques qui se sont implantés dans et autour des AMP. Très important aussi de développer des guidelines, je ne sais pas le dire en français, des guidelines, des lignes directrices, merci beaucoup. Développement de lignes directrices pour développer ces mécanismes à l'échelle nationale qui soient en lien, bien sûr, avec les lois du pays. On travaille à l'heure actuelle beaucoup à l'échelle d'une AMP. On se rend compte qu'un grand nombre de décisions qui sont liées au financement local se prennent à l'échelle nationale. Donc, il est très important d'intégrer ces questions de mécanismes de financement locaux à l'échelle des recommandations du pays. Donc, pour ce faire, il y a un gros travail de plaidoyer à faire au niveau national pour encourager l'utilisation de ces mécanismes de financement, pour pousser de plus en plus les AMP à mettre en place ces mécanismes de financement. Et bien sûr, potentiellement, et j'espère qu'on pourra en reparler après, c'est quelque chose qui rejoint le cas d'études précédent, peut-être éventuellement le développement de fonds à l'échelle nationale qui seraient capables de canaliser tous les revenus d'autofinancement générés au niveau des AMP pour les redistribuer ensuite de manière équitable au sein du réseau d'AMP du pays. Et au niveau de la recommandation 5.4, donc bien sûr, l'idée, c'est de développer un réseau de personnes qui soit au niveau des pays, qui soit en capacité d'aider les gestionnaires d'AMP dans le processus d'implémentation de ces mécanismes de financement. Typiquement, si on réplique, si on veut développer des mécanismes de financement à l'échelle de tous les pays, à l'échelle de beaucoup d'AMP en Méditerranée, il faut qu'il y ait des personnes dans chaque pays qui soient en mesure d'accompagner les AMP.
Ce n'est pas forcément nous, Blue Seed, qui serons capables de suivre tout le monde de manière pertinente. Et donc, c'est important aussi de développer, et je pense qu'il y a d'autres sessions, d'autres modules qui traiteront de ce sujet-là, développer des modules de formation sur les mécanismes de financement et développer des méthodologies step by step, des méthodologies étape par étape pour la mise en place des mécanismes de financement qui seront identifiés par la suite. Okay. Au niveau des indicateurs, donc les indicateurs qu'on a, donc c'est des choses très simples qui seront peut-être à revoir par la suite, mais d'un point de vue très simpliste, quels sont les indicateurs? Combien de mécanismes de financement on va être en mesure de mettre en place dans des AMP, de la concession, du droit de mouillage, du droit d'entrée, des fonds roulants pour la pêche locale, etc. Autre indicateur, le nombre d'AMP qui vont être formés à la mise en place de ces mécanismes de financement, le nombre d'AMP dans lesquels effectivement des mécanismes de financement auront été mis en place et dureront d'ici à 2030. Et aussi un indicateur qui nous paraissait important, on n'en parle pas assez des échecs, mais aussi le nombre d'AMP dans lesquels on aura effectivement essayé de mettre en place des mécanismes de financement et dans lesquels ça aura échoué, puisque comprendre les raisons de cet échec, est-ce parce qu'on était à une étape trop précoce du développement de l'AMP? Est-ce parce qu'il y a eu des problèmes avec les stakeholders? Est-ce que c'est parce que d'un point de vue juridique, ce n'était pas possible à ce moment-là? C'est très important de comprendre les raisons de l'échec pour pouvoir mettre en place, encore une fois, de nouvelles étapes d'accompagnement pour outrepasser ces échecs. Et donc, partenariat, je vais finir. Donc, importance de trouver à l'échelle nationale dans chaque pays des experts sur les sujets clés de l'accompagnement, donc notamment les aspects juridiques, mais aussi les relations institutionnelles, la compréhension de l'écosystème des parties prenantes du pays. Potentiellement, on parlait de la recommandation 5.4 de développer des programmes de formation des gestionnaires d'AMP, donc peut-être un partenariat avec Medpan pour travailler avec leur réseau de training centers. La semaine dernière, j'étais en Turquie, par exemple, pour faire une formation à Gokova au sein d'un des training centers de Medpan et travailler à travers ce réseau-là pour toucher un plus grand nombre d'AMP et pour leur montrer la nécessité, la pertinence de mettre en place des mécanismes de financement. C'est aussi quelque chose qui pourrait être mis en place. Et comme la recommandation 5.2 traitait de la mise en place des mécanismes de financement, mais aussi de continuer le support du Medfund, éventuellement, c'est très important aussi que le Medfund s'empare de ces enjeux-là pour comprendre quels sont les mécanismes de financement complémentaires qui existent et quels sont les coûts qui ne sont pas supportés à l'heure actuelle par le Medfund et qui pourraient être supportés éventuellement par ces mécanismes de financement complémentaires. Et donc, ce sera tout pour ma présentation. Merci pour votre écoute. J'ai un peu dépassé. Donc voilà, on a fini les 2 case studies. On va éventuellement prendre 1 ou 2 questions par cas d'étude, en commençant par le cas d'étude numéro 1 si vous avez des questions dans l'audience. Et ensuite, je vais revenir sur les recommandations qui sont au tout début. Et on va... et vous allez maintenant, à votre tour, nous dire vos ressentis sur ces recommandations-là et quelles seraient les actions qui, selon vous, pourraient être mises en place pour atteindre les objectifs de ces recommandations. Donc déjà, est-ce que dans l'audience, on a une question pour le cas d'étude numéro 1 sur le Climate Change Fund? Personne dans l'audience? Gaëtan? Merci. Du coup, je peux parler en français si c'est traduit? Oui. Ouais. Ok, je voulais juste savoir comment, du coup, sur le Climate Change Fund, comment les fonds étaient alloués. Est-ce que vous lancez des appels à projets chaque année? Est-ce que vous avez une allocation par aire protégée au niveau national? Comment sont décidées l'allocation des fonds en fonction des aires protégées? So in a way, yeah, it's every year. It's not a simple tender or just something very general, but it's always connected to the measures that are stated in the program of expenditure. This is a 3 years long program.
with several measures and goals to achieve. And then it's on us, on managers of protected areas, Natura 2000 sites, and so on, to prepare project documentation. Can be of 1 year, 2 years, 3 years, depending of what we need to do. And we have to justify really precisely how the implementation of the actions in the park is following the measures stated in the this program, so-called program of expenditure, that is covering the entire climate change fund for different categories of eligible costs. Like I said, something can be for nature conservation in wetlands, for alien species, for transportation, but then are other topics, yeah, that are covering also fields outside the, of course, protected area. Okay. Is it enough? Okay. Thank you, Samantha. Est-ce qu'on a des questions sur le Zoom pour le case study numéro 1? Nos questions dans le chat? OK. Des questions pour le cas d'étude numéro 2, pour moi, s'il vous plaît? Oui. Merci, Gaëtan. Merci. En fait, moi aussi, je suis avec vous les questions par chat. Parce que je suis OK. Merci, c'est vous. Merci beaucoup. Sinon, pour le case study 2, je ne sais pas si vous avez déjà fait un inventaire pour voir un exemple de mécanisme de financement, que ce soit en Méditerranée ou dans d'autres régions, et qui peut être, c'est-à-dire présenter lors des training des formations que vous faites, c'est-à-dire s'il y a des cas vraiment que est considéré comme success story, yes. Et autre chose, peut-être il faut prévoir aussi des exchange missions, peut-être avec ces aires marines protégées, où un mécanisme de financement est bien réussi et surtout qui tient compte de communautés locales. Je vois qu'ils ont un rôle très important dans ça. OK, merci. Alors, un benchmark des mécanismes de financement qui existent, on n'en a pas un, on a plein d'exemples qui peuvent exister. Peut-être que Francis voudra rebondir là-dessus après. Il existe des success stories. Je prends l'exemple des droits d'entrée. On a pas mal de choses dans les Caraïbes au niveau marin. Au niveau des concessions, on travaille, l'exemple qu'on a pris, nous, c'était Brioni National Park en Croatie, qui est un cas quand même très, très spécifique et qui est difficilement réplicable. On travaille aussi sur la question des fonds roulants pour la transformation des pêcheries artisanales. Il y a un cas d'étude assez probant à l'Océima au Maroc, qui est souvent pris en exemple. Donc, bien évidemment, on essaye à chaque fois on ne sort pas les mécanismes, on n'a pas la prétention d'inventer des mécanismes et de les sortir de notre chapeau. On va chercher ce que les gens ont déjà fait sur le terrain et on essaie de voir comment on peut en extraire l'essence et le répliquer ailleurs. Et après, c'est vrai qu'on a fait pas mal de formations ces derniers temps et on essaye, en parlant avec les gestionnaires d'AMP, de voir quelles sont les idées qu'ils ont, comment est-ce qu'ils pourraient mettre en place certains mécanismes ou non, et de voir ce qui est réplicable ou pas. Donc, on a quand même pas mal de choses. Quand on parle vraiment au niveau local, on va avoir pas mal de choses sur le tourisme. Après, on peut partir sur des mécanismes soit qui vont être plus institutionnels, plus nationaux, et du coup, qui sont un peu moins, comment dire, l'idée, c'est vraiment de pousser les gestionnaires à être capables de mettre en place un mécanisme sur leur site. Et on a certains autres mécanismes qui, pour l'instant, sont un peu plus à l'échelle nationale et plus compliqués à mettre en place juste sur un seul site. On travaille aussi pas mal, par exemple, sur le carbone bleu. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ce sujet-là et qui travaillent là-dessus. Dans quelle mesure est-ce que c'est un mécanisme qui peut fonctionner seulement à l'échelle d'un site et qui peut être mis en place seulement par une AMP et pas plutôt par un réseau d'AMP? Pour l'instant, j'en suis pas encore sûr, mais c'est des sujets qui vont émerger. Je ne sais pas si, Francis, tu voulais rajouter quelque chose, tu hochais la tête tout à l'heure. C'est vrai, ouais. Mais voilà, typiquement, c'est vrai qu'en 2018, on avait sorti un ouvrage pour l'ICRI, International Coral Reef Initiative, sur les mécanismes de financement innovants pour la conservation corallienne. Il y a certaines choses qui sont aussi réplicables
qui ne sont pas que pour le corail, mais qui sont pour la conservation marine. Après, c'est vrai que dans ce cas-là, il y avait aussi beaucoup de mécanismes qui ne s'entendent pas forcément à l'échelle locale, à l'échelle de l'AMP, mais qui sont vraiment des choses à l'échelle nationale. Mais on peut avoir des paiements pour services écosystémiques, on peut avoir de la compensation, qui sont des choses qui éventuellement sont mises en place à l'échelle locale. Voilà. Pas de questions dans le Zoom, mais c'est parfait, comme ça on va passer aux recommandations. Donc maintenant c'est à vous de travailler, et à Gaëtan aussi du coup. Donc on va les prendre un par un. Je les ai mis un peu dans le désordre, mais l'idée c'était que le 5.2 c'est vraiment celui qui est un peu transverse aux 2 cas d'études, donc on va commencer par celui-là. Et l'idée c'est sur cette recommandation de la création et ou du support à la mise en place de mécanismes de financement durable pour les AMP à l'échelle nationale, ainsi que pour continuer le support au travail que fait le Medfund dans différents pays. De par vos expériences passées, de par vos opinions, de par votre travail actuel, quelles seraient les actions que vous recommanderiez pour atteindre les objectifs de cette recommandation d'ici à 2030. Donc peut-être des mécanismes sur lesquels vous avez déjà travaillé à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Peut-être, voilà, pas d'autres peut-être. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de prendre le micro et de parler d'un exemple concret sur lequel vous avez travaillé, d'une idée d'action que vous avez en tête sur cette question de la création et du support, de la mise en place de mécanismes de financement durable? Quelqu'un? Ouais. Bonjour, alors je me lance. Alors pas d'exemple, enfin on a un exemple, c'est la zone de mouillage à Port-Cros, mais voilà, vous connaissez le principe des zones de mouillage avec donc un paiement pour les nuitées. Si on peut rêver, tu parlais de pêche, par rapport à la pêche de loisirs, dans certaines AMP, la nôtre, c'est un exemple, il y a beaucoup de pêche de loisirs et on a un grand besoin de surveillance, notamment dans notre aire maritime adjacente. Et cette surveillance, on ne sait pas comment la financer. Et donc, voilà, je pense que le sujet a déjà été peut-être évoqué. Certains y réfléchissent, mais c'est compliqué puisque ça ne relève pas de l'AMP, ça relève plutôt du niveau national. Donc, voilà, c'est une idée loin d'être concrétisée. Mais... Et du coup, ce que tu sous-entends, c'est que les acteurs de cette pêche récréative devraient participer financièrement à leur surveillance. On devrait mettre en place, je ne sais pas, des licences au sein des AMP, des choses comme ça pour... Alors, des licences ou peut-être, si on a un bateau, est-ce qu'il y aurait une taxe? Le fait d'avoir un bateau, il y a beaucoup de personnes qui ont un bateau et qui font un peu de pêche, beaucoup de pêche de loisirs, et qui permettrait de financer la surveillance, mais pourquoi pas aussi la connaissance de la biodiversité. Mais je sais que c'est un sujet compliqué parce que c'est très politique aussi. C'est très politique et c'est aussi très lié au cadre juridique. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup dans mon cas, j'ai vu que je parle beaucoup de financement de la conservation avec les AMP et que le facteur assez souvent limitant, c'est que les AMP nous disent « Ok, très bien, mais le cadre juridique, pour l'instant, ne nous le permet pas forcément. » Donc nous, en tant qu'AMP, en tant que réseau d'AMP à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces questions du financement local soient plus prises en compte au niveau juridique, au niveau institutionnel, à l'échelle du pays. Et si certains ont des idées là-dessus. Ok. Je voulais peut-être juste rebondir avant. Un des mécanismes qui existent aussi, c'est ces questions des droits de mouillage. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont travaillé sur ces questions de droits de mouillage? La plaisance, c'est vrai que c'est un sujet très, très important en Méditerranée. Est-ce que c'est, selon vous, une piste réaliste pour le financement de certaines activités des aires marines protégées?
Ça reste en suspens alors. Si je peux Oui. revenir, oui, Élodie du Medfund, là, si je peux revenir juste poursuivre sur la discussion. Effectivement, les mécanismes de financement, vu qu'ils soulèvent des questions finalement d'adaptabilité au niveau national, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Finalement, si on a des exemples dans certaines AMP, de pouvoir essayer de dézoomer et de monter au niveau national pour pouvoir faire avancer avec chaque pays. Alors, tous les pays n'avanceront pas au même rythme, mais au moins de travailler dans cette idée-là d'avancer avec les institutions au niveau des pays pour pouvoir faire bouger un petit peu les lignes et permettre aux acteurs au niveau local, si en Albanie, ça a été, c'est possible, du coup, ça va faciliter le travail pour tous les autres. Et ça serait intéressant que ce soit décliné finalement au niveau de la Méditerranée. Dans le cadre de la roadmap, je pense qu'on peut porter ce message-là, en tout cas de réfléchir à comment on aide les pays à dessiner des guidelines, mais au niveau national, pour aider leurs aires marines protégées. Et donc, du coup, ça reprend ce qui a été dit juste avant, de vraiment mettre l'accent sur des success stories qui vont permettre ensuite aux décideurs à l'échelle nationale de se dire c'est quand même, ça peut fonctionner, c'est quand même une bonne idée, il faut qu'on aille dans ce sens. Et c'est vrai, juste pour rebondir là-dessus, on s'en est rendu compte, nous, en démarrant ce programme d'accompagnement, j'étais un peu naïf et je m'étais dit, super, on a un programme d'accompagnement pour mettre en place des droits d'entrée, on va accompagner des AMP, on a toutes les étapes et dans un an, c'est fait. Et on s'est rendu compte, en fait, que ce qu'on fait, ça ne va pas être tant un programme pour vraiment mettre en place les droits d'entrée là dans un an, mais c'est surtout un travail qui va servir d'outil de plaidoyer aux AMP qu'on accompagne pour amener les rapports de scoping phase et des choses comme ça qu'on a fait, pour les amener au niveau national et pour dire, regardez, on a fait des études de consentement impayé, il y a l'air d'avoir une appétence des visiteurs pour participer à la conservation. On a vu que au niveau juridique, on était limité par ça, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble là-dessus. On a vu qu'au niveau de l'implication des parties prenantes, il y avait certaines choses à changer à l'échelle nationale, et c'est vrai que c'est aussi, on parle, nous, de mécanismes de financement local, mais c'est vrai qu'on ne peut pas les appréhender au niveau local, il faut d'abord commencer par le national, effectivement. Et si dans les indicateurs, on a 4, 5, 6 pays qui, d'ici 4 ans, se sont engagés fortement pour développer des mécanismes, ça peut être intéressant. Merci. Ce que tu viens de dire, Guillaume, en fait, ça manque peut-être, je pense, dans le 5.2, tout cet aspect de sensibilisation des gouvernements, de façon à ce qu'ils puissent créer et supporter tout ça. Il faut peut-être aussi qu'ils soient en amont sensibilisés, comme tu as dit, les success stories, les case studies, et que l'information remonte, donc bottom-up approche, de façon à ce qu'ils puissent comprendre l'importance et peut-être après mettre les mécanismes au niveau national de façon à faciliter cette création au niveau local. Et du coup, c'est peut-être une question stupide, mais moi qui ai l'habitude de travailler vraiment juste avec les gestionnaires et pas de forcément appréhender l'échelle institutionnelle, l'échelle gouvernementale, l'échelle ministérielle, quels sont d'un point de vue concret, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser des gens à ce niveau-là? Policy brief de 2 pages, très détaillé, beaucoup d'infographie en ce moment, ça marche très bien, montrer que ça marche, des chiffres. Voilà, mais a priori, tout ça, avec votre première étape, vous aurez quelques résultats qui pourront être valorisés justement au niveau national. Et de nouveau, je pense que ça manque quand je vois ça créer support. Enfin, il faut que tu aies un buy-in du gouvernement déjà dans un premier temps pour ensuite… Il faut dézoomer un peu avant. Ouais. Merci. Oui, on a 2… Honneur à Jorge. Hello, Jorge Moreno from Balearic Government, Spain. I think that it will be useful for 5.2 and 5.4. For us, I'm talking about Spain and I'm talking about the regional government of Balearic, which are the one who manages the protected areas. The problem that I see there is that how do you address? It's not creating funding mechanism, for example, taking money from anchoring, taking money for diving, taking money for boats, bringing tourists. We have done that. But the problem is how to address that this money goes to the protected area. Because at least you could have first that it goes to another situation. And then this is unpopular for the marine protected area because
they say, well, why are you charging me for this? What are you doing with my money? Is this for the politician or is this for hospitals, roads, or anything? And then if you say, okay, let's address it. So each park can fill these gaps with the money that they take from e-com. So that will make it like a market. So if I have more tourists, I will be more financed than if I have less. So maybe that will make me down the restrictions for arriving or for giving licenses for fishing or for anything. So this is for me, this is the complicated. And I remember that I'm talking about a country in this case. If this is in another point, if this will be addressed to local administration, which is more proximal to the marine protected area, that will be possible that it will be better. But it is also this problem that sometimes there could be that creating a marine protected area is a way to make business. So this is dangerous, especially in the Mediterranean, or especially in regions like Balearic, where we live from the tourism, and there is a lot of incomes that can be addressed for this. I would like just to join this point of view, because we were trying to find a solution to establish almost a green tax, eco tax, but not for anything that is going on in the park. First of all, our park, it's an open park, so everyone can enter. It's not a possibility to have an entrance fee or to have something like that from moorings or any kind of activities. But for example, we have big problems with cars, parkings, so visitors coming like in big flows inside. So we were thinking about, so not making money, okay, out of these taxes, but since we have so many parkings and so much money is channelized in totally different other areas and it's not staying in the park, why not, for example, trying to have something from that? Do you maybe, or maybe you, Guillaume, since you are working with the other parks, is someone was able to establish something like that, like an eco tax or from not an activity that is in the park going on, but really for something that is almost regularly, you know, coming in like a resource of money, but usually, yeah, it's canalized out of the park for roads, but the impact is still in the park, yeah, so... J'ai un petit exemple et après je vais redonner la parole à Jorge qui avait quelque chose à dire. On a eu un exemple au Liban. Et là, on en vient à un autre sujet, je pense, au-delà de la question du cadre juridique et d'appréhender les choses au niveau national. On a aussi une grande question de la gouvernance à l'échelle locale et des relations avec les parties prenantes et les administrations locales. On a l'exemple dans un parc de paiement pour l'utilisation de parking, qui ne sont pas directement dans le parc, mais en fait, c'est tous les gens qui vont sur la plage utilisent ce parking. Et il y a eu un agreement, un partenariat entre la municipalité qui possède les terrains du parking et l'AMP pour donner 40% des revenus du parking à l'AMP. Mais donc là, on rentre vraiment dans des questions de gouvernance locale, des bonnes relations entre l'AMP et la municipalité ou le gouvernorat ou les différentes administrations locales qui existent. Mais effectivement, ce serait quelque chose qui pourrait être faisable. Il existe je sais qu'il existe à Palau ou en République dominicaine, il existe des taxes que les touristes payent quand ils arrivent à l'aéroport. Après, je ne sais pas exactement comment l'argent est fléché, et on en revient au souci de nous réparer tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent à l'échelle nationale dès qu'on rentre sur le territoire et qui ensuite peuvent être redirigées vers certaines activités, dont la conservation marine, en théorie. Donc, c'est possible. Jorge, vous vouliez ajouter quelque chose? Yes, about what Samantha said is we have this in Balearic Island, which is called eco tax. Exactly is this. It's for €1 per night that tourists spend in a hotel or in anywhere. Well, €1 to €2.5, depending of the. It started with one, but now it's changed of the quality of the hotel, number of stars.
And this is a financial mechanism because it's for environmental project, but it's not a sustainable. Well, apart from the COVID, because we don't have ecotax last year, this is like there is a big amount of money that administration can apply for getting it for environmental projects, not only for marine protected areas or for protected areas or for biodiversity, also for sustainability or something like this. So this is not sustainable because it depends on the good projects that you present to the ecotax program that you can get money for it. For example, we take 2 projects of this for the Posidonia, one for the mapping, which was about €750,000 for doing all the cartography of the Posidonia in the islands, and now we're doing one to helping the boaters, the nautical and the beach sector to know more about Posidonia, but not in the need of what is Posidonia, what is not a biologist, but also about the good services that it gives to the beaches and to the water, and that means that it gives to the touristic sector and to the visitors to come. But it's a financial like this, but it depending of the aim of the politicians. In this case, is to do it for environmental projects, but it's not sustainable because it depends on the project that you can get. So maybe one year you get €1 million, and in the next 2 years you don't want any project. But it's a big amount of money. Merci beaucoup. Il y aurait peut-être encore des choses à dire, mais on va peut-être aller sur la recommandation 5.4, sur des choses qui sont peut-être un peu plus simples à appréhender, un peu moins complexes, sur cette question de la montée en compétence des acteurs nationaux et locaux dans le fundraising, la mise en place de financing mechanism et la gestion de fonds pour la conservation. Pour faire ça, selon vous, quelles seraient les actions à mettre en place? Même si ça paraît un peu évident, je pense, mais est-ce que vous avez des idées spécifiques sur comment favoriser cette montée en compétence des acteurs locaux et nationaux, et surtout comment faire en sorte que ce ne soit pas des choses qui soient... C'est des choses que j'ai pu voir déjà, on fait des formations pour certaines personnes dans le staff, ces personnes vont prendre un autre poste, et au sein de l'AMP, la compétence est perdue, et il faut recommencer, et il faut encore recommencer. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ces compétences-là arrivent dans l'AMP et y restent sur le long terme? C'est très simple comme question, je sais, mais je suis preneur s'il y a des idées du coup. Vous me faciliterez le travail après, comme ça. Ouais, voilà, ok. Tu notes augmentation du salaire des gestionnaires. Ouais. Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que pour cette montée en compétences, est-ce qu'il faut envisager des formations à l'échelle nationale? Est-ce qu'on est sur des choses, le développement de modules en ligne qui sont utilisables directement par les gestionnaires? Est-ce qu'il faut vraiment faire du cas par cas, aller sur le terrain, former les gens? Qu'est-ce qui est le plus pertinent selon vous? Il y a une question qui arrive quand on est sur ces enjeux-là de fundraising, financing, fund management. C'est finalement déjà au départ, c'est la structure de l'organisation. Est-ce qu'elle a le staff qui est... Alors, la compétence, elle s'acquiert, mais il y a aussi des profils qui sont recrutés, qui sont particuliers, et qui sont capables de pouvoir finalement mettre en œuvre ces activités-là qui sont assez éloignées finalement de la gestion d'une aire marine protégée comme on pourrait l'imaginer. Et c'est des profils qui sont assez différents. Et je pense que là, alors ça s'adresse quand même à des AMP qui commencent à déjà avoir un staff un petit peu plus conséquent. On n'est pas sur des AMP avec 2-3 personnes, mais ça pose la question finalement de l'ouverture peut-être des recrutements à des profils différents. Et construire les compétences sur le long terme, je pense que ça vaut le coup quand même d'écrire qu'il y a besoin de stabilité dans les aires marines protégées, et que les compétences, on aura beau faire des vidéos et des formations, si le staff reste 6 mois,
on n'arrivera pas à avoir de la compétence. Et les gens, ils sont compétents quand ils ont de l'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert avec le temps. Et les premiers dossiers sont difficiles. La deuxième année, c'est mieux. La troisième année, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et là, on va arriver à être meilleur. Et je pense qu'on a besoin, je ne sais pas si on peut le mettre là-dedans, de mettre cette perspective-là. Si on veut arriver à faire quelque chose, il faut qu'on construise vraiment des choses sur du long terme et pas uniquement des outils qui sont un peu, finalement, des réponses temporaires et sur lesquelles, si on ne construit pas sur le long terme, on n'aura pas vraiment de la compétence forte. Ce que tu dis, Elodie, me fait penser à la formation, même en amont, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui préparent des futurs gestionnaires d'espaces protégés, gestionnaires d'AMP. Et du coup, peut-être dès cette étape de formation, commencer à parler justement de financement, de mécanismes de financement, pour que ça soit déjà, voilà, quand on met un pied dans la vie professionnelle, on est déjà ça en tête et que ça va de, voilà, on peut faire de la conservation si on a les financements pour, puisque voilà, donc ça peut aussi s'intégrer dans cette recommandation. Je peux, ok, merci. Je ne sais pas, peut-être il faut travailler à deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de staff de l'aire marine protégée, mais aussi au niveau des ministères, des départements juridiques ou financiers, que eux aussi, ils doivent avoir cette capacité et avoir ces formations pour que lorsque le staff d'une aire marine protégée vient discuter ce sujet de fundraising et de mécanismes de financement que peut-être sera très spécifique à cette aire marine protégée, au moins au niveau de l'administration, il y a ce background déjà. Et puis, sur ces gens, comment dire, c'est-à-dire ces gens, quand même, ils sont stables à leur poste, plus ou moins. C'est-à-dire ces gens, la plupart du temps, le staff d'une aire marine protégée, parfois, ils ne sont pas, ça dépend de la disponibilité de budget et de projet. Donc, pas toujours. On les forme, parfois, on ne les trouve pas dans le même poste. Alors que l'administration, au niveau des ministères ou au niveau des agences, parce que là, par exemple, en Tunisie, il y a une agence qui gère les aires marines protégées. Et du coup, là, il faut travailler avec ces gens et par la suite, avoir toujours ce dialogue avec le staff des aires marines protégées. Donc, pour moi, il faut travailler à deux niveaux, niveau de gouvernement et des institutions qui travaillent sur, et tous c'est-à-dire les administrations, que ce soit des juristes ou des financiers de cette institution au niveau de ministère ou de l'agence qui est en charge. Et par la suite, travailler au niveau local pour avoir un dialogue après qui est compréhensible entre les deux. Voilà. Oui, et puis ça rejoint ce qui était dit sur la recommandation 5.2 de dire qu'il faut sensibiliser à l'échelle nationale pour la mise en place des mécanismes de financement et former les personnes qui sont au sein des administrations et qui, elles, pour le coup, restent plus longtemps à leur poste éventuellement que les gens de staff des AMP. Former ces gens-là aussi, ça permet de faire germer au niveau national le besoin de ces mécanismes de financement. C'est vrai. Et pour rebondir sur ce que disait Julia, c'est vrai que nous aussi, on travaille à l'université de Nice, où il y a un master qui forme, donc c'est un master sur la conservation de l'environnement marin, avec une partie un peu plus valorisation des ressources entrepreneuriales, mais une partie aussi formation potentiellement de futurs gestionnaires. Et c'est vrai que nous, on fait une semaine de formation avec eux sur la question de comment faire un business plan, comment trouver de l'argent, comment mettre en place des mécanismes de financement quand on est un gestionnaire d'AMP. Et le profil qu'on a dans ces masters-là, c'est des gens qui sortent d'une licence de biologie, qui veulent s'orienter vers de la recherche, qui veulent peut-être être gestionnaires d'AMP. Et du coup, quand on les fait travailler là-dessus, sur des choses qui sont quand même assez basiques de business planning, des choses comme ça, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Et on sait qu'effectivement, leur parler de ça, ne serait-ce que pendant 5 jours, ça va peut-être dans le futur leur faciliter la tâche. Donc c'est aussi très important, oui, il y a ces 3 choses, je dirais. Il y a vraiment le travail au niveau des administrations avec des gens qui sont déjà en poste, le travail avec les gestionnaires d'AMP qui sont déjà là
soit qui ont un profil très biologiste, et éventuellement encore mieux de permettre à ces AMP de recruter des postes un peu plus, de recruter des profils un peu plus gestion, un peu plus finance peut-être, pour les appuyer. Et il y a aussi ce travail très en amont avec les gens qui vont être dans ces postes-là dans le futur, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau de la gestion des AMP, et planter des graines déjà avec ces gens-là. Je dis graines parce qu'on s'appelle Blue Seeds, mais planter des graines avec ces gens-là pour qu'ils aient déjà en tête ces idées de mécanismes de financement. On va peut-être finir sur la recommandation 5.1, Review gaps and options for MPF funding for National Biodiversity MPA Strategy, blablabla. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. On peut notamment éventuellement essayer de rebondir sur le cas d'étude numéro 1, sur cette question du lien entre des fonds climate change et la protection de la biodiversité marine. Quelles sont, à votre avis, les choses au-delà de ces mécanismes de financement qu'on réfléchit à l'échelle locale? Quelles sont ces nouvelles sources de revenus, ces nouveaux fonds qui peuvent être identifiés à l'échelle nationale pour vraiment permettre de financer les stratégies nationales de protection de la biodiversité? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce que, selon vous, ces fonds climate change dont on entend de plus en plus parler, est-ce que c'est pertinent, c'est réplicable? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous avez des idées là-dessus, d'actions concrètes? J'avoue que pour moi, c'est un peu plus flou. J'étais plus sur les deux autres recommandations, donc des idées. Jorge? Well, before I talk about the difficult to address the money that you get to the protected area, because it goes normally to the general box of the money. But we have an example, a new one that is I want to share. Many of you know it because we have been talking about in many international meetings about this, about Posidonia, which is the Posidonia Fund. We make a decree in the Balearic Island protecting, well, not protecting because it was already protected by the Biodiverse Habitat Directive and the national law, but clarificating what do we understand by this and legally understand in the case of Balearic Island, like a place with a lot of Posidonia and a lot of tourist pressure, especially nautical. So we make a decree and we say things that you cannot do on anchoring, on taking the remains of Posidonia, the banquets of the beach in the season, all these things. But at the end, we add one thing that I really tell that I think this was like, we call it bring this to the sun. Yes, this is something that was not going to work. And we see the decree, which is a regional decree, and it's not for an area, it's for a habitat, Posidonia, 650 square kilometers that are, let's say, protected by another effective conservation measure. We said, let's create a Posidonia fund that can be implemented by compensation fees for activities that damage Posidonia, only Posidonia, not climate change, not environmental, not the sea level, and also for money from the administration and from money for everybody who wants. Well, it's incredible, but it worked. It worked because in this case, when you have to make a construction of something of public interest, like for example, a port or something like this, okay? If you affect Posidonia, you have to have the environmental impact, and we receive to inform it, and we say you have to affect 1 hectare of Posidonia. So we give you two compensation measures possible. One is to replant these 10,000 square meters in another place of similar characteristics, and the other one is to put money in this fund. We have calculated that for us, we have a project doing for recovering or for restoration Posidonia meadows, and the money that we are expecting is about 22.5 euros per square meter. So if you make an hectare, if you make 1,000 meters, you have to pay 22,500, and if you make an hectare, 220,000. Well, it was incredible, but everybody said, this is the option.
because it's cheaper for when you are doing a big infrastructure like a port that you will spend maybe 20 millions just to pay this amount of money. It's cheaper for them, and it's incredible. But we are taking money from there with one thing. This is only for Posidonia projects, and this is a financial, a finalist financial mechanism. That means that when the year ends, if we haven't spent the money, it remains there for the next year. Things that doesn't happen with the budget that comes from the administration, that it goes back to the cage, and then it's always another time repart from others. This is the only example that I have found, and I say that I didn't believe that it was going to work. I mean that I didn't believe that they will allow us to approve the decree with this article, but it passed and it's working. So it's an idea, and this is in this case is not for a protected area, but it's for biodiversity, exactly, like Posidonia. Merci Jorge. C'est un sujet qui monte aussi la question de la compensation et le fait de développer des fonds à l'échelle nationale qui vont permettre de capter différentes sources de financement, que ce soit de la compensation ou éventuellement d'autres mécanismes de financement, et de réinjecter ça dans les AMP. Et c'est effectivement une possibilité qui est à creuser. Oui. Ah, c'est bon. Moi, je reviens vers cette recommandation juste pour dire qu'il ne faut pas juste faire l'exemple de la Convention sur la diversité biologique, pour dire qu'en Méditerranée, il y a la Convention de Barcelone, et il y a un protocole aspect air spécialement protégé et biodiversité biologique. Et du coup, là, peut-être à travers cette convention, il n'y a pas des stratégies de mobilisation de ressources au niveau national, mais quand même, on essaye de générer des projets et des programmes et là, je vois que le staff des aires marines protégées devront être aware, c'est-à-dire conscients ou informés de ces programmes de monitoring, de conservation et de demander ces fonds. Parce que parfois, l'information n'est pas chez eux et ça passe sans, c'est-à-dire le travail ne sera pas fait au niveau national. Donc, du coup, là, moi, je propose d'ajouter, for example, under the Convention of Biological Diversity, but also Barcelona Convention and mainly the SPA BD protocol. C'est plus une question auquel tu vas peut-être pouvoir répondre. Sais-tu s'il est prévu de remettre à jour l'étude de 2015 sur l'analyse des besoins en financement? Parce que c'est bien beau d'aller chercher de l'argent, mais ça serait peut-être bien de savoir combien il faut. Et voilà, et notamment, il y avait moins de 6% des aires marines protégées. Il y en a plus de 8%. Donc, j'imagine que les besoins ont encore augmenté. Donc, je pense que la première étape serait de savoir quel est le gap. Oui, mais c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. C'était l'une des conditions, notamment pour la recommandation 5.2, avant de créer ou de mettre en place des mécanismes de financement, c'est de s'assurer que les AMP, à la base, aient des plans de gestion. Je pense que l'exemple slovène, ils l'ont dit, si tu n'as pas de plan de gestion qui identifie des actions d'adaptation qui sont alignées avec ce fonds, ça ne sera pas financé. Donc, la recommandation de base, c'est qu'il y ait des plans de gestion en place qui soient associés à des business plans et que ces business plans identifient le gap et que tout ça, après, ça soit remonté au niveau national pour faire notamment de l'advocacy au niveau des décideurs pour créer ce genre de mécanisme de financement, quoi. J'allais faire la même remarque. On est sur la longueur d'onde, Francis. Mais c'est vrai que quand on travaille avec les AMP, on dit souvent on veut de l'argent, mais c'est vrai que la première étape, c'est OK, de l'argent pour faire quoi? Et surtout que quand on met en place ces business plans, par exemple, c'est un vrai outil de plaidoyer parce que ça montre quand on va chercher de l'argent, qu'on n'est pas seulement des professionnels de la conservation, mais qu'on sait exactement ce dont on a besoin et ce qu'on veut faire sur le long terme. Et pour répondre à ta question sur la mise à jour, on en a discuté avec le VVF cet été qui voulait le mettre à jour justement avant le forum. Et c'était trop court et on n'a pas pu le faire, mais c'est des choses qui, effectivement, ça date de 2015 et on a des nouvelles zones protégées, on a plein de choses qui ont évolué. Donc, les chiffres sont potentiellement caducs. C'est vrai que le 700 millions, il reste fort et il fait rêver, il fait cauchemarder plutôt, mais c'est vrai qu'il faudrait mettre ça à jour, effectivement. Peut-être, probablement, oui. Et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ouais, il est 15h.
Je suis censé faire un petit wrap-up de tout ce qui a été dit. Je n'ai pas la meilleure mémoire pour tout résumer. Mais ce qui ressort quand même, notamment sur la recommandation 5.2, c'est qu'il est très important, avant de penser à cette mise en place à l'échelle locale, il est très important de faire du plaidoyer et de sensibiliser à l'échelle nationale, puisque c'est à ce niveau-là que les décisions se prennent, point de vue institutionnel et point de vue juridique. Donc, quand on parle de créer des mécanismes de financement, c'est très bien, mais il faut d'abord, d'une part, s'assurer que les gens à l'échelle de décision supérieure soient en accord avec tout ça, et surtout, ce qu'on vient de dire sur la fin, il est très important d'avoir une planification, un plan clair de ce pourquoi on a besoin de l'argent et de ce pourquoi on veut mettre en place des mécanismes de financement. Pour ça, ça passe notamment, entre autres, par, outre la sensibilisation, ça passe par de la formation qu'on peut faire soit aux gens qui seront les futurs gestionnaires, les futurs administrateurs, soit de la formation aux professionnels qui sont déjà sur place dans les administrations ou dans les AMP. Pour ce qui est de cette formation dans les AMP, c'est bien beau de développer des outils de formation, je suis tout à fait d'accord, c'est ce qu'on fait nous. Mais c'est très bien d'avoir des supports de formation, d'avoir des formations mises en place, mais une des conditions sine qua non, un des prérequis pour que le staff des AMP soit en mesure sur le long terme de mettre en place et de gérer des mécanismes de financement et des budgets et des business plans et des réponses à appel à projet, c'est qu'on ait des staffs qui soient en place sur le long terme et qui ne bougent pas tous les 6 mois, tous les 8 mois. Et donc, pour s'assurer que ces staffs continuent à être présents plusieurs années, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une autre question, mais, mais voilà, en tout cas, c'est ce vers quoi il faut s'orienter. Et il y avait autre chose que je voulais dire là-dessus, mais j'ai oublié. Et donc voilà, c'est tout. Et ensuite, on a aussi cette question à l'échelle nationale des fonds pour financer la conservation marine, et donc mise en place de fonds qui potentiellement peuvent canaliser différentes sources de revenus, par exemple de la compensation. Mais encore une fois, faut-il savoir exactement de la manière dont ces fonds vont être gérés et de ce qu'on veut faire avec cet argent. Il y avait une dernière question que j'avais, mais à laquelle je n'avais pas pensé, et je pense que c'est aussi important de réfléchir à, et on en revient au business plan et à la planification des coûts, mais c'est vraiment savoir quelles sont les sources et les mécanismes qui sont dédiés à certains coûts et à certains types de besoins plus que d'autres. On sait que le Medfund va financer beaucoup, par exemple, de coûts récurrents et pas forcément de l'investissement. On sait qu'on fait des business plans qu'on va avoir une segmentation des coûts avec les ressources humaines, avec des investissements sur du matériel, avec des investissements sur des véhicules, du développement d'infrastructures. Et on sait que tous les coûts ne sont pas forcément supportés par les mêmes sources et les mêmes mécanismes. Et encore une fois, anticiper ça au travers de la planification financière, notamment à l'échelle locale et à l'échelle nationale, ça permettra de bien anticiper quelles sont les sources dont on va avoir le plus besoin en fonction de nos besoins, justement. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier pour votre participation, pour ma première modération de session de ma vie. Merci d'avoir été là pour ça. Merci aux techniciens, merci beaucoup. Merci à Gaëtan pour le reporting, merci aux traducteurs qui sont je ne sais pas où, quelque part. Je n'ai pas trop fait attention, par contre, un seul bémol, je n'ai pas trop fait attention aux questions sur le Zoom. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions, ok, c'est parfait, donc pas d'erreur de ma part. Merci à tous. On va travailler un peu avec Gaëtan sur tout ce que vous nous avez dit et on va transférer ça au groupe de travail. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais j'espère qu'à la session de clôture, ils nous diront un peu ce sur quoi ils ont travaillé. Inch'Allah. Voilà. Merci à tous. Bonne continuation dans ce forum et on se voit au pause café, au repas et dans les sessions. Merci beaucoup. Au revoir.